Ce soir, on se retrouve pour parler des légendes urbaines, soviétiques, scandinaves. J'aurais peut-être dû mettre scandinave. Non, c'est soviétique. Scandinavie, c'est pas ça. Hem, je trouve que c'est bien qu'on puisse, aller un petit peu dans tous les pays. On pourra faire pareil avec, l'Afrique, il y en a pas mal aussi des légendes urbaines. En Asie, on en a déjà vu quelques-unes, mais il y en a aussi pas mal. Après, il y a la Chine, le Japon, la Thaïlande et cetera, donc il y en a quand même pas mal. Je trouvais que c'était cool de pouvoir aller un petit peu découvrir d'autres légendes urbaines parce qu'en général, les légendes que l'on connaît, c'est soit celles que nous avons en France, en Belgique, il y en a aussi pas mal en Espagne, ce serait intéressant aussi de s'y arrêter et puis, celles qui reviennent en boucle, ce sont celles qui viennent des États-Unis comme le Bloody Mary et cetera et je trouvais intéressant de pouvoir aller, checker un petit peu les légendes, qu'il y avait dans d'autres pays, des pays plus éloignés comme la Russie par exemple où, il y a pas mal de légendes aussi et qu'on ne connaît pas ou qu'on a peut-être entendu vaguement parler, mais dont on ne tient pas les tenants et les aboutissants. Alors il y en a quand même quelques-unes, j'en ai sélectionné, les plus intéressantes. Il y en a qui sont quand même, vachement liées au monde de l'invisible et la première, c'est, la légende de la Volga noire. Heu, Là, ça se dit, la Czarna Volga en polonais, donc c'est quand même ça existe en Pologne, mais aussi en Russie, en Roumanie, en Ukraine et cetera. C'est une légende qui est apparue, qui est assez sombre et qui est apparue, durant les années 1960-1970. Donc il y en a, ça a quand même, été assez récurrent. Donc, le monstre en lui-même, bienvenue à toi, tralala lélo Tizio, bienvenue à toi sur le live. Je vais dire tralala parce que ton pseudo est super long, le temps que j'arrive à la fin. Mais bienvenue à toi sur la chaîne. N'hésite pas si tu as des questions. Hem, Attendez, hein. Hop. Mmh. Voilà. Mmh. Ici, c'est une chaîne où la base de la chaîne, c'est le paranormal. Enquête paranormale, analyse de nos enquêtes paranormales avec la communauté. Après, il y a tout ce qui est légendes, mythes et cetera. Puis il y a tout le côté, ésotérique. Mmh. Puis il y a tout le côté ésotérique le lundi et le mercredi, on fait du gaming et de la lecture. Voilà, le paranormal, c'est le vendredi, ça comprend tout. Le paranormal, l'ufologie, les enquêtes paranormales et cetera. Ah Véro. Aïe, aïe, bienvenue à toi Kamel sur le live. Donc, sur ce que j'avais à vous dire, parce que je vais continuer. Donc, la légende de la Volga noire, c'est une, rumeur assez tenace, assez sombre du pays de l'ancien bloc, de l'Est, donc la Russie, la Pologne, la Roumanie, l'Ukraine et cetera, qui est apparue durant entre les années 1960 et 1970. Le monstre en lui-même, c'est une voiture. La voiture n'était pas choisie au hasard, c'est la Gaz 21,
Volga, qui est une limousine de luxe soviétique. C'est vraiment la voiture, comment la limousine, par excellence, hein. À l'époque, posséder une voiture personnelle, c'était rare et une Volga était réservée aux élites. Et dans la légende, la voiture est décrite comme étant noir jet, avec des jantes blanches et des rideaux blancs aux fenêtres. Et ça, les rideaux, c'était pour cacher l'intérieur de la voiture. Coucou, Stella, comment vas-tu? Certaines versions prétendaient que les rétroviseurs ressemblaient à des cornes et que la voiture n'avait pas de plaque d'immatriculation. L'identité du conducteur changeait selon le niveau de la peur du narrateur et des agents du KGB ou de la police secrète communiste venant procéder à des enlèvements politiques. Coucou mon petit Ryan. L'expérience paranormale que j'ai vécue au début, j'étais en pleine paralysie du sommeil et je voyais de 1 que j'avais un doigt en moins et de 2 j'ai vu une personne de 1,70 m qui s'appelait il me l'a dit lui-même, j'ai eu trop peur. Ouais, mais la paralysie du sommeil, c'est en général, c'est créé par la peur, hein. Ce sont vos peurs qui se reflètent dans vos paralysies du sommeil. Bof, bof, je surveille. J'ai vu le message que tu as eu, c'est trop mignon. Stella, du coup, je t'invite à aller visiter ma chaîne YouTube et tu pourras aller, checker, tous les lives qu'on a fait et on a, développé en effet, la paralysie du sommeil. Mmh. Mon réseau est catastrophique, mais là, ça a l'air d'aller pour l'instant. Alors profitons-en, mon petit Ryan, profitons-en. Donc la mafia russe ou des trafiquants d'organes, c'était la version, criminelle, hein. Et il y avait une version occulte, il y avait des prêtres, des religieux, des vampires, des satanistes et même Satan en personne. Alors, pourquoi est-ce que la Volga noire rôdait principalement pour enlever des enfants? Les motivations invoquées étaient particulièrement macabres. Il y a les prélèvements de sang. Le sang des enfants aurait été utilisé pour soigner de riches dirigeants soviétiques ou des étrangers souffrant de leucémie. Le trafic d'organes aussi, une peur classique, hein, des légendes urbaines où les reins et d'autres organes étaient prélevés au marché noir. Et c'était pour des expériences scientifiques clandestines menées par l'État. Donc tout ça, ça va vous parler. Alors pourquoi est-ce que cette légende avait un tel succès? Eh bien, en fait, c'est parce que cette légende, c'est le reflet direct du climat social sous le régime soviétique. Paranoïa et surveillance. La population vivait dans la crainte constante des enlèvements réels pratiqués par la police secrète. Les voitures noires arrivaient la nuit et elles étaient une réalité pour les dissidents. La Volga représentait l'opulence des membres du parti, perçus comme des prédateurs vivants sur le dos du peuple. Et dans un système où les médias étaient complètement contrôlés, les rumeurs devenaient le seul moyen pour les citoyens d'exprimer leur angoisse. La légende a muté à la fin du XXe siècle parce que dans les années 90, la Volga a parfois été remplacée par une BMW ou une Mercedes noire dans des versions polonaises de l'histoire. Donc ça, c'est la première légende urbaine qui est quand même liée à, à une voiture, oui, mais qui est aussi liée à des croyances de peuple et du coup, je vais rebondir parce que cette histoire-là, elle est quand même assez, intrigante dans le sens que,
Là, maintenant, en 2025, même 2026, on a, cette certitude pour certains qui sont traités de complotistes, hein, qu'on utilise le sang des enfants pour le rajeunissement, pour l'adénichrome et cetera. Ça me garde, mais j'ai pas le choix. J'ai beau appeler l'opérateur, il y a pas d'autre solution que d'attendre. Oui, jusqu'au 10 mars, c'est ça que tu avais dit, il me semble? Mais ça a été, construit à l'alentour d'une voiture, donc ça n'a même pas été construit, autour des dirigeants et cetera. Ça a été construit autour de cette voiture qui leur faisait peur tout simplement parce qu'elle représentait, l'élite, elle représentait la supériorité, elle représentait, voilà. Moi, je trouve pas ça normal, c'est pas aussi long que ça normalement. Non, c'est vraiment étrange. Après, nous, on a eu des pannes qui ont été très longues aussi, mais en effet, c'est très bizarre parce que ça fait quand même un mois que tu as des problèmes de réseau, si pas plus. La deuxième légende, c'est un cas d'école, c'est un mélange fascinant de faits scientifiques réels et de propagande religieuse qui a fini par devenir l'un des premiers viraux de l'histoire avant même que l'internet n'existe. Il s'agit du puits de l'enfer. C'est une légende qui prétend que des scientifiques forant en Sibérie auraient atteint une cavité de 14 kilomètres de profondeur. En y descendant un micro, ils auraient enregistré des cris de millions de personnes dites damnées. C'est en réalité un canular qui est né à la fin des années 80, bien que le forage Kola soit bel et bien réel. Mmh. Je sais. Ah, tu as quand même eu un remboursement. Oui, donc il y a quand même un problème malgré tout. Ils ont quand même recensé un problème. Alors, le noyau de la vérité de cette histoire. Le forage de Kola, tout d'abord, c'est un projet bien réel qui, en 1970, les soviétiques lancent un forage super profond de Kola, dans la péninsule de Kola. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Creuser le plus loin possible dans la croûte terrestre pour la science et pour battre aussi les USA. Ils ont atteint 12 262 mètres de profondeur et c'est encore aujourd'hui le forage vertical le plus profond du monde. À cette profondeur, la température atteint 180 degrés Celsius, rendant le forage impossible parce que la roche se comportait comme du plastique. L'histoire apparaît pour la première fois dans des journaux finlandais, puis elle est reprise par des réseaux de télévision chrétiennes évangéliques américaines, comme Trinity Broadcasting Network. Les chercheurs auraient percé donc une cavité creusée de 14,4 kilomètres et la température y aurait été aussi élevée que de 1000 degrés, non 180 degrés. Moi, j'ai une fuite de toit avec la pluie. J'ai fait une réclamation, le monsieur est venu constater. Ouais, il faut, mais oui, Véro, elle a raison, prendre des photos, on ne sait jamais. Il y aurait descendu un micro résistant à la chaleur et enregistré des cris humains hurlant de douleur. Les scientifiques, terrifiés, auraient réalisé qu'ils venaient de percer le plafond de l'enfer. Il a été prouvé beaucoup plus tard que tout était faux.
Tu sais, Lily, je cogite énormément dans mon cerveau. Et tu vois, je t'avais parlé de la lumière en face. Eh bien, figure-toi, elle est revenue. Et comme par hasard, il y a ce problème. Ouais, mais non, c'est pas un problème. T'inquiète, Ryan. Oui, je me souviens de la lumière. Euh, oui, c'est vrai que c'est bizarre. Est-ce que ce n'est pas lié à tout ce qui se passe pour l'instant au niveau de tout ce qu'on nous cache, entre guillemets? Parce que la lumière, si la lumière est revenue, tu sais, c'est comme nous avec notre histoire de réveil, hein, qui se bloque, d'un coup et puis qui revient, après, soit le lendemain, soit 2 3 jours après. C'est étrange. Tu sais, comme un truc comme une boussole qui se déprogramme. Je me pose trop de questions, mais bon, c'est étrange comme par hasard. Oui, c'est vrai que c'est bizarre. Maintenant, est-ce que c'est pas lié à leurs antennes, qu'ils sont en train de mettre de 5G, de 6G et cetera? Puisque c'est prévu ça, hein. Donc, il paraît que cette histoire-là serait fausse. L'enregistrement sonore qui a circulé pendant des années a été identifié comme une boucle audio modifiée provenant d'un film d'horreur de 1972, Baron Blood. Et comment il va, ton mari? Parce que j'ai pas vu du coup ton message. Il a eu les résultats de sa biopsie? C'est étrange quand même. À 14 kilomètres de profondeur, la pression est telle qu'une cavité vide ne peut pas exister. Elle serait instantanément écrasée par la roche. De plus, aucun micro ne peut fonctionner à 1000 degrés. Mais avouez qu'ils avaient quand même dit que c'était 180 degrés. C'est seulement plus tard qu'a été évoqué les 1000 degrés. Allez, on gage, le pauvre. Un enseignant norvégien, Age Randalen, a avoué avoir inventé des détails encore plus fous, comme une créature ailée qui est sortie du puits, juste pour voir si les médias américains allaient vérifier les faits, et ils ne l'ont pas fait. Mais pourquoi alors cette histoire-là a-t-elle si bien marché? Ben, il y a la peur de l'inconnu. Sous nos pieds comme dessus de nos têtes, donc l'espace, l'inconnu alimente les fantasmes. La Sibérie était perçue par l'Occident comme un lieu de mystère sombre et d'expériences secrètes. Et puis vous avez la morale religieuse. Pour certains groupes, c'était la preuve physique irréfutable de l'existence de l'enfer. Aujourd'hui, le site de Kola est abandonné et scellé par un couvercle métallique rouillé, ce qui continue d'alimenter bien évidemment les théories du complot sur ce qui se cache en dessous. Et puis, pour les théories de la terre creuse aussi, où il est évoqué que la terre ne serait pas pleine, mais serait creuse et qu'il y aurait des galeries où habiteraient, des gens. Donc du coup, cette histoire-là, c'est assez intriguant. Après, il y avait une vidéo, YouTube où on entend le cri, mais moi j'ai pris le lien. Si vous voulez, je vous la mettrai, copier, attendez, copier. Je peux vous la mettre dans le Discord. Oui, vous mieux attendre la fin du contrat, en effet. Je vais vous la mettre dans le Discord, attendez. Je vais vous la mettre dans films et documentaires et séries, parce que c'est une vidéo. Elle fait une trentaine de minutes. Euh, et normalement, il y a le bruit du puits, de ce qu'ils ont soi-disant filmé. Allez savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà.
On n'a pas été sur place, on n'a pas vérifié. Mais il y a quand même des photos, hein. Des photos, des vidéos, et cetera. Mmh. Mmh. Oui, mais nous aussi chez Orange, on a des problèmes. Ça va, ça vient, il y a plus regardez, mercredi, il y avait du réseau et puis d'un seul bond, plus rien. Je vous ai le RAID qui ne fonctionne pas. Non, il y a Azure aussi qui a des problèmes. Il y a plein de problèmes. Après, dites-vous que, sans parler de théorie, dites-vous qu'il est possible qu'à un moment, il y ait plus de réseau du tout. Je suis pas le seul. Va savoir, va savoir, ils vont pas s'en vanter de ça. Mmh? Ils ne vont pas s'en vanter. Oui, parce qu'ils font en sorte que tout parte des applications, ou des PC, hein, pour, ne fût-ce que pour les banques. Pour les magasins, les courses, et cetera. Si à un moment, il y a plus de réseau, bah, plus d'accès, à la banque, aux appareils bancaires, on ne sera plus payé nulle part, c'est dingue. Et ouais, tout à fait. C'est inadmissible, je suis bien d'accord. Mmh. Alors la légende suivante, c'est la légende des rats géants du métro, moscovite, qui est l'un des piliers du folklore urbain de la capitale russe, mêlant paranoïa de la guerre froide et des mystères souterrains. On plante d'abord le décor. Tout commence avec l'existence supposée du métro 2, un réseau de tunnels secrets. Le nom du code est D6. Situé bien plus profondément que le métro public, jusqu'à 200 mètres. Construit sous l'ère de Staline, ce réseau relierait le Kremlin à des bunkers stratégiques et à des bases militaires. C'est dans ce dédale interdit au public que les rats auraient élu domicile. Selon la légende, ces créatures ne ressemblent pas aux rats bruns ordinaires que l'on croise en surface. On les décrit souvent comme ayant la taille de gros chiens ou de petits cochons, environ 80 centimètres à 1 mètre de long. Ils seraient dotés de poils drus, les yeux rouges luisants et des dents capables de sectionner des câbles électriques de haute tension. Les théories évoquent des mutations dues aux radiations des bunkers nucléaires ou à des déchets chimiques secrets déversés dans les profondeurs par les autorités. Bien qu'aucune preuve scientifique n'existe, la légende est alimentée par les ouvriers et les militaires. Des récits d'employés de métro affirment avoir vu des ombres massives se déplaçant dans les tunnels de service. On va parler après des diggers, mais les diggers de Moscou, ces explorateurs urbains clandestins, racontent avoir trouvé des carcasses géantes ou avoir été poursuivis par des créatures agressives dans les parties condamnées du réseau. Contrairement aux rats normaux qui fuient l'homme, les rats géants du métro 2
sont décrits comme des prédateurs n'ayant peur de rien. Il y a eu un film dans les années, je pense que c'est dans les années 80 ou dans les années 90. Ce film, ça s'appelait Rats et ça représentait en effet, ces fameux rats dont parle cette légende. Les experts suggèrent plusieurs explications rationnelles. Vous avez les rats taupes géants. Il existe en Russie des rats taupes, appelés des spalax, qui peuvent paraître impressionnants et étranges à cause de leur apparence d'yeux visibles. Dans l'obscurité des tunnels, une ombre projetée par une lampe de poche peut donner l'illusion qu'elle ait une taille démesurée. La légende a été immortalisée par la saga littéraire et le jeu vidéo Metro 2033 de Dimitri Gluchovski, qui met en scène des mutants dans les tunnels de Moscou. C'est un film avec des rats qui sortent des trous d'une piscine. Oh, je me rappelle plus. Je sais que je l'avais en cassette vidéo et que mes enfants regardaient ce film. Parce que mes enfants regardaient des films d'horreur très jeunes. Ils étaient accros aux films d'horreur. Me demandez pas pourquoi c'est comme ça. C'est sûrement ils ressemblaient à leur mère, écoutez. Et je me rappelle de ce film avec les rats géants. Parce qu'ils regardaient. Après, je peux regarder film rat. Attends. Il y en a eu un en 2016, mais c'est bien avant ça. Voilà. Il y en a eu un en 1971. Il y en a eu un en 2003. Film rare, horreur. Ah, comme ça, je vais peut-être trouver. Je me demande si c'est pas celui-là. Il y en a eu un en 2002. Mais je me demande si c'est pas celui-là. 2003. Je me demande si c'est pas celui de 2003. Je me demande si c'est pas celui-là. L'histoire, c'est quoi l'histoire du film? Attendez. Rat? Il l'explique pas. Il marque les auteurs, les acteurs et tout ça, mais distribution. Ah, film d'horreur, voilà ici. Rat 2003. Admise comme malade suicidaire dans un hôpital psychiatrique privé, la journaliste Jennifer Lawrence n'y tient pas vraiment le scoop qu'elle cherchait, mais une situation bien plus grave est arrivée. Des rats particulièrement agressifs présents dans les sous-sols de l'établissement, des véritables mutants cannibales nés d'expériences de cerveau humain, et loin de rester au fond de leur repère, les rats montent à la surface féroces, enragés et affamés. Ouais, c'est celui-là, je pense que mes enfants y regardaient. Je connais Ratatouille. Je pense que c'était celui-là. Donc voilà, c'est pour vous dire que de cette histoire-là, il y a eu quand même des films qui sont sortis. Alors, qu'est-ce que je vous disais moi? Ah oui, donc qu'est-ce que c'est qu'un digger? Parce que c'est bien, moi je vous dis les diggers, ils les ont vus, mais sans savoir c'est quoi. En fait, les diggers, ce sont des explorateurs urbains spécialisés dans les espaces souterrains. Contrairement aux explorateurs, de toits, hein, parce que ça existe aussi, les diggers s'aventurent dans les profondeurs des villes pour découvrir des lieux cachés ou des lieux oubliés.
Ce sont des urbexeurs, si vous voulez, des profondeurs. Le mouvement est particulièrement fort et connu à Moscou, où le sous-sol est un véritable millefeuille historique composé de caves médiévales, de réseaux de drainage, de bunkers de la guerre froide et de tunnels de métro. Il cartographie les tunnels, il recherche des reliques historiques, comme par exemple la bibliothèque perdue d'Ivan le Terrible, et documente des infrastructures secrètes. Pour leurs expéditions, ils utilisent des bottes en caoutchouc, normal, des lampes frontales, des détecteurs de gaz, des barres d'acier pour soulever les tacs d'égout. Vadim Mikhailov est la figure emblématique du mouvement. Il a fondé ça en 1990, le groupe de diggers de la planète souterraine, et c'est lui qui a popularisé de nombreuses légendes, comme celle des rats géants que je viens de vous exposer. Il affirme les avoir croisés en 1989. Bien que l'exploration souterraine soit techniquement illégale, le groupe a créé une unité appelée les Diggers Pass et ils ont parfois collaboré avec les autorités pour accéder aux services de secours dans des zones inaccessibles, pour vérifier l'état des structures souterraines menaçant de s'effondrer sous la ville, prévenir des actes de vandalisme ou des intrusions dangereuses dans le réseau public. Les récits de ceux-ci sont à l'origine de la plupart des légendes urbaines sur le métro 2 et aussi sur les secrets enfouis sous le Kremlin. L'une des découvertes les plus marquantes et les plus concrètes réalisées par les diggers est la mise au jour d'un système de bunkers secrets datant de l'ère stalinienne, bien que l'État ne veuille pas l'admettre, cette existence de bunkers. Pendant des décennies, les habitants du quartier, justement, ne se doutaient pas qu'aux 65 mètres sous leurs pieds se cachait au centre de commandement nucléaire de 7000 mètres carrés. Et c'est en explorant des systèmes de drainage et les galeries techniques du métro que les diggers ont récupéré des portes massives en acier camouflées derrière des murs de briques banales. Ils ont alors compris que ces accès ne menaient pas à des égouts, mais à des installations militaires qui avaient été déclassées. C'est vrai, mais ils ne savent plus où aller se mettre. Tu sais que moi, j'en ai de nouveau dans ma cour. La chienne, elle les chasse, mais chaque année, au printemps, ils reviennent. Ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était quand même un complexe immense, capable de loger 3000 personnes pendant 90 jours, donc 90 jours, en cas d'attaque atomique. Ils y ont trouvé aussi des téléphones rotatifs rouges, des cartes de l'Europe avec des plans de frappe nucléaire et des systèmes de purification d'air encore fonctionnels. Suite à ces révélations-là et à la pression des explorateurs, le site a finalement été déclassifié et racheté par une entreprise privée. C'est aujourd'hui le musée de la guerre froide, l'un des rares endroits où le public peut voir ce que les diggers cherchaient en secret. Après, nous avons la recherche de la bibliothèque d'Ivan le Terrible. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est comme un Graal pour eux. C'est une découverte qu'ils poursuivent encore aujourd'hui et on raconte que le tsar Ivan le Terrible possédait une collection immense de manuscrits latins et grecs qui étaient inestimables, qui étaient cachés dans un labyrinthe sous le Kremlin.
La découverte réelle en 1997, lors de travaux près de la place du Manège, il y a des digueurs qui ont découvert des passages voûtés qui dataient du XVIe siècle, totalement inconnus des archéologues officiels. Ils y ont trouvé des fragments de poterie, des murs fortifiés, mais la bibliothèque, elle, reste introuvable. Ce qui fascine, c'est que sous Moscou, il existe une ville miroir. Les digueurs ont prouvé qu'on peut traverser une grande partie de la ville sans jamais remonter à la surface. Il existe même des rivières souterraines qui ont été enfermées dans des tunnels de briques magnifiques sous des rues principales. Le secret d'État est parfois si fort que même les autorités oublient l'existence de certains tunnels qu'elles ont elles-mêmes construites. Forcément, parce que si ça a été construit il y a plusieurs siècles, et peut-être que les nouveaux dirigeants qui sont arrivés par la suite n'ont pas eu vent de ces couloirs et du coup, c'est resté comme ça. Ça avait été camouflé, c'est resté comme ça et eux, ils ne sont pas nécessairement au courant. Mmh. Mmh. Donc ça, c'était, pour les histoires, du d'en dessous, du métro. C'est quand même une légende qui est assez intéressante et je trouvais pertinent d'en discuter, avec vous. Mmh. Alors pour rester dans toutes les grandes villes ont des sous-sols inexplicables, bien construits même parfois façon palais. Plusieurs théories à ce sujet. Exactement, Justin. Il en va de même pour Paris, tout simplement et pas que, il y en a plein comme ça. En Irlande, il y a aussi, sous les villes irlandaises des tunnels, non connus. Pour rester dans l'ambiance glaciale et mystérieuse, on va parler de la légende de l'autostoppeur. Oui, tout à fait. De l'Oural, parfois appelée la jeune fille de la route de Perm. Alors là, c'est un peu l'équivalent de la dame blanche chez nous. C'est une version russe très spécifique, hein, de la dame blanche, mais avec une touche historique et tragique propre à l'époque soviétique. Donc cette légende, c'est la légende de la route de Perm qui, se passe dans la région de l'Oural. Vous connaissez la région de l'Oural, on en a déjà parlé. C'est, la même région que l'histoire qui s'est passée au col de Dyatlov. Les châteaux et les églises aussi, tout à fait, Stella. Donc dans la région de l'Oural, sur les routes isolées qui traversent les forêts denses entre Perm et Ekaterinbourg, il y a de nombreux chauffeurs routiers qui racontent la même histoire depuis des décennies. La nuit, sous une pluie fine et dans le brouillard, une jeune fille seule attend sur le bord de la route. Elle porte souvent des vêtements démodés, typiques, du style des années 70 ou 80, parfois un simple imperméable ou une robe légère malgré le froid extrême qu'il y a. Elle fait signe pour demander de monter et une fois que la voiture s'arrête, elle est très calme, presque apathique. Elle demande à être déposée à un endroit précis, souvent un croisement de route ou de chemin, ou à l'entrée d'un village qui semble abandonné. Elle ne parle presque pas, mais elle dégage une odeur de fleurs séchées, ou selon certains, une odeur de terre humide.
Le conducteur donc s'arrête à l'endroit demandé et le temps de se retourner pour lui dire au revoir ou pour bien voir qu'elle descende de la voiture, le siège passager est vide. La portière ne s'est jamais ouverte et parfois, elle laisse derrière elle un petit mouchoir brodé ou une vieille pièce de monnaie soviétique qui n'existe plus, qui n'a plus de cours à ce moment présent. Le traumatisme des goulags et des disparitions, il y en a énormément dans le pays parce que l'Oural était une région de transit pour les prisonniers, mais aussi pour les déportés. La légende de l'autostoppeuse fantôme reflète la mémoire collective des milliers de personnes qui ont disparu dans les forêts sibériennes, dont on n'a jamais retrouvé le corps. Ces routes sont extrêmement dangereuses à cause de la glace et du manque d'éclairage. Et coucou Chadou, elle paye la course en fait, c'est ça. Et en fait, les locaux disent que si l'autostoppeuse apparaît, c'est que le conducteur va avoir un accident quelques kilomètres plus loin s'il ne ralentit pas. Donc c'est comme si elle était là pour les prévenir et les empêcher d'accélérer sur les routes verglacées. Alors, il y a une explication, vous le savez, il y a toujours des explications dites rationnelles. Certains disent qu'il s'agit du fantôme d'une jeune fiancée dont le mariage devait avoir lieu dans un village voisin et qu'elle serait morte dans un accident de voiture juste avant la cérémonie. C'est pour ça qu'elle porterait parfois un voile ou une robe très claire. En Russie, cette apparition, telles que celles-là, sont appelées des upyrs, donc UPYR, qui est une sorte de revenant. Contrairement aux fantômes occidentaux qui hantent souvent les maisons, etc., les fantômes russes, les fantômes russes hantent plus les forêts, les lacs, les routes, là où les hommes sont le plus vulnérables. Mais c'est quand même intriguant parce que, malgré tout, ça reste rattaché à des histoires que nous, on connaît, hein, concernant les dames blanches. Il y en a, diverses et variées dans nos pays occidentaux. Mmh. Il faut réclamer, Justin. Faut pas hésiter à réclamer, hein. Faut lui dire: «Et alors, c'est quoi cette histoire?» Faut taper du poing sur la table. Comme quoi, vous voyez, on a fait le jeu, Firtou Fatoum, il y a pas si longtemps que ça, pas cette semaine-ci, la semaine passée et justement dans Firtou Fatoum, il était encore question d'une dame blanche sur cette route où il y avait le pont. Hem, Pauvre dame, elle n'a rien fait. Et si mes souvenirs sont bons, je pense que c'est, américain ou anglais. Attendez, je vais vous dire ça de suite. Hem, Faire tout va tout, positif, mmh, mmh.
Il y en a un d'ailleurs qui doit sortir prochainement de Faire tout Fatoum. Hem, J'aurais voulu savoir si c'était, américain ou anglais, parce que je sais que ça sera en anglais de base, mais les histoires j'ai l'impression que c'est des histoires quasiment toujours américaines, heu, puisque Northwood Valley, c'est aux États-Unis, hem, Woodbury, c'est aux États-Unis aussi. Mmh, donc je pense que ça doit être dans cette région-là. À côté de chez moi, il y a le château de Tresson, une légende de la Dame Blanche. Oui, on l'avait vu sur la chaîne ça, cette histoire-là. On l'avait fait, dans les légendes urbaines, françaises. Ça arrive ça parfois, Jo, qu'il y ait plus moyen d'envoyer de message, que ça ait complètement buggé. C'est déjà arrivé plus d'une fois. Alors, pour continuer dans les histoires dont on parlait, heu, qu'est-ce que je vous disais moi? Oui, j'entends la voix de Lydie, mais pas d'image. Ah! Tu es sur PC, Jo? Si tu es sur PC, F5. Ah, sur le téléphone. Téléphone, faut sortir et re-rentrer. Sur PC, c'est tellement plus simple, tu tapes F5 et hop, ça se remet. Alors du coup, il y a un petit décortiquage au niveau du décor quand même qui vient, alimenter cette, légende. C'est que la route des eaux, c'est une route qui traverse des zones où le sol est gelé en permanence. C'est bon à soi? Hein? Qu'est-ce qu'elle me dit? C'est bon, c'est revenu? OK. En hiver, il est dur, comme du béton le sol et en été, la couche supérieure dégèle et transforme tout un marécage de boue impraticable. Forcément, puisque tout ce qui est gelé doit fondre. Donc l'aspect historique, donc le goulag, hein, c'est, construite entre 1932 et 1953. Elle est le seul lien entre les mines d'or et le pont de Macadam. Les prisonniers politiques et criminels travaillent avec des outils rudimentaires par des températures de -50 degrés. Alors pourquoi dit-on des eaux? Parce que l'expression n'est pas une métaphore. Creuser des tombes dans un sol gelé demandait trop d'énergie, donc les cadavres étaient donc placés directement sous le remblai de la route en construction. Avec l'érosion et le dégel partiel chaque été, il arrive encore aujourd'hui que des fragments d'os remontent à la surface de la chaussée. Les psychologues expliquent souvent ce phénomène par l'hypnose de la route sur des trajets de 2000 kilomètres dans un paysage monotone et blanc, et ce serait le cerveau épuisé qui aurait créé des, hallucinations visuelles comme étant des visages, des silhouettes dans des zones sombres, ou dans des zones, d'ombre de la cabine de la voiture et dans des reflets de vitres, et ce serait ça l'explication. Puis vous avez quand même le fait de parler. Alors le foie extrême modifie la propagation du son, donc le craquement de la glace et le vent s'engouffrant dans les vallées peuvent créer
des fréquences proches de la voix humaine ou des bruits métalliques comme les pioches. Donc pour un chauffeur isolé, le cerveau interprétait ces sons comme des souvenirs, des prisonniers. À -60 degrés, le métal devient cassant et le carburant, comme le diesel, peut se figer s'il n'est pas de qualité arctique. Donc, l'électronique moderne supporte très mal ces températures et ces pannes, bien que mécaniques, surviennent souvent dans des endroits assez lugubres comme des cols de montagne, ce qui renforce évidemment l'idée de la malédiction. Puis vous avez, le gardien de Colima qui est, l'archétype, du sauveur. C'est une légende du type ange gardien. Elle sert de mécanisme de défense psychologique pour les chauffeurs qui affrontent une mort quasiment certaine s'ils s'endorment, si le moteur s'arrête ou s on peut mourir de froid, hein, en quelques heures. Donc le fait que le gardien soit un ancien bourreau, garde de goulag, cherchant la rédemption, montre la complexité de la mémoire russe. Les descendants de prisonniers et de ceux des gardes vivent aujourd'hui ensemble dans des villes isolées. C'est donc une légende de réconciliation entre les morts et les vivants. Donc ça, c'est assez interpellant, je trouve, et assez intéressant parce que, justement, toutes ces légendes, elles viennent quand même de quelque ch qu'est d'un départ de quelque chose. Elles ne sont pas venues comme ça, on va tout casser. Mmh. Ah, mon pauvre Ryan, il va tout casser. Et tu n'as pas la possibilité de allez, allons-y discretos. Tu n'as pas la possibilité de faire une analyse pour voir s'il y aurait un problème au niveau informatique? Tu vois, si pour voir si ça viendrait vraiment de chez eux? Ah oui, nous aussi, il y a des travaux sur Orange. Ils ont tout le temps des travaux. Ah donc tu as fait l'analyse, OK. OK. OK, OK. Bon, un peu de lumière parce que je trouvais que l'image était sombre. Espérons que ça va rester comme ça. Orange, c'est les spécialistes, hein. En plus, chez nous, c'est souvent le dimanche. Le dimanche, ils sont souvent en panne. On dirait que le seul jour où tu es en repos, eh beh, toi, tu peux pas avoir de réseau, bizarrement. Alors maintenant, on va parler des 5 légendes urbaines qui, ont terrifié Saint-Pétersbourg, qui est aussi, situé dans ce pays. Ah beh, pourvu que ça dure, Ryan. Si vous voulez découvrir le paranormal, il faut visiter Saint-Pétersbourg parce que chaque quartier de la ville a sa propre histoire. Imprégnée d'une longue histoire, la ville s'est avérée
être un terrain fertile pour le folklore urbain. Coucou Julien, comment vas-tu? Certaines légendes sont devenues si connues que parfois, sur des sites touristiques ou même voir des blogs de guides de Saint-Pétersbourg, on peut retrouver des détails spécifiques à ces phénomènes, mystiques jusqu'à l'invention de dates et de noms. J'ai lu un très bon bouquin récemment, apparemment dans le Paranormal Prague, ça se pose aussi. Oui, voilà. N'hésite pas à partager, le titre de ton livre, hein, Ryan. Vous avez la malédiction du canal de Obvodny parce que, heu, leur langue est un peu spéciale. C'est le secret des secrets de Dan Brown. Je ne connais pas du tout. Je vais le noter. Les secrets des secrets de ah ouais, je connais. Dan Brown, j'ai trouvé. Merci pour l'information, je vais le garder là. Merci beaucoup. Et sinon de feu. Oui, mais quand il pleut, Alors, selon la légende, encore au moment de la construction du canal, il y a des choses étranges qui s'y passaient. Les ouvriers refusaient de travailler en blâmant l'endroit d'être mauvais, malgré les difficultés, comment de les difficultés des travaux. Le canal a été ouvert en 1833 et en 1913, il y a eu apparemment là-bas un événement très grave. Le corps d'un homme décapité a été retrouvé dans le canal. Plus tard, on apprendra que la victime avait été tuée par sa propre femme. 10 ans plus tard, en 1923, on aurait soi-disant trouvé des plaques aux écrits anciens près du canal et en dessous des restes humains. Après cette terrible découverte, le canal est devenu un lieu attirant les suicidaires. Ceux qui avaient la chance de survivre affirmaient que des voix les envahissaient et leur demandaient de se jeter à l'eau, tandis que certains auraient été juste poussés. Le canal serait responsable de centaines de victimes. Ça, c'est vraiment des légendes type, hein, liées au canot, hem, où j'ai été élevée, où je suis enfant, où je suis née, hein, allez, on peut dire où j'ai été élevée parce que je suis pas née là. Il y a un canal et il y a 2 ponts qui sont appelés les ponts des suicidés, surtout un. Et certains disent qu'il y a aussi, un appel à sauter, à se jeter à l'eau et cetera. Moi, je suis passée des centaines de fois sur ce pont, on ne me l'a jamais proposé, donc je ne peux pas vous confirmer si l'histoire est vraie ou pas, mais elle existe aussi. Puis vous avez les fantômes des empereurs. En mars 1801, l'empereur Paul Ier a été assassiné par son propre entourage. Cela s'est produit dans le château Saint-Michel. Petite anecdote par rapport à, Aurora et la clinique Saint-Michel et une légende raconte que son fantôme y erre encore et que sa silhouette à la bougie à la main ne peut être aperçue aux fenêtres du premier étage. Certains gardiens affirmeraient même avoir vu l'empereur de leurs propres yeux. La grotte de Lascaux, c'est toi?
Cahotier. C'est pas ce que j'ai préféré, mais c'est ma sœur qui me l'a offert. Ah oui, le livre. Il est intéressant de noter que Pierre aurait apparemment lui-même rencontré un fantôme durant son vivant, celui de son grand-père, c'est-à-dire Pierre le Grand. Il a raconté cette histoire lors d'un dîner chez la baronne Henriette Louise von Oberkirch. En se baladant dans les rues de Saint-Pétersbourg, il aurait rencontré un inconnu. Cet inconnu lui aurait prévenu d'une mort prochaine, et c'est seulement en partant que Paul aurait reconnu son défunt empereur. À l'endroit où, selon les dires de Paul, il aurait disparu, Catherine, il a ordonné d'ériger le cavalier de bronze. Plus tard, Paul a confessé avoir raconté cette histoire juste pour rire. Mais cependant, une autre légende gravite autour de cette statue, puisqu'on raconte que la nuit, le cavalier prend vie et que Pierre le Grand galope alors à cheval dans sa ville. Cette histoire était connue encore du temps de Pouchkine et dans l'œuvre du poète Le Cavalier de bronze, la statue pourchasse le héros principal. Je vous ai dit que lundi, j'enterrais Robin, 14 ans, la nénette. Ça fait mal. Oh, je suis désolée, Chadou. Ah non, tu l'as pas dit, on t'a pas encore vu depuis. C'est la première fois que je te vois cette semaine. Je pense que je t'ai entrevue chez Simia, mais sans plus. Non, mon pauvre, qu'est-ce qu'elle a eu? Ah, je sais, hein. Ça doit être bien dur, hein, je comprends. J'en ai eu 3 qui sont partis depuis octobre et c'était vachement lourd. Franchement, mon pauvre Chadou. Oh! D'ailleurs, Stella, au fait, si jamais tu aurais Jérôme en privé, dis-lui que je lui ai expliqué son rêve sur le Discord parce qu'il est venu poser son rêve, je lui ai expliqué, mais je sais pas s'il l'a vu. C'est toujours dur quand on perd nos animaux. Oui, Julien. Avant, j'y passais énormément de temps. Maintenant, j'ai plus le temps. Il y avait des gens, ils m'envoyaient leurs rêves en privé et je décortiquais le rêve parce qu'il y a des mots-clés et j'expliquais, le plus, heu, avec le plus de détails possible le rêve. Bien souvent, les rêves, ils ont une explication et là, en le cas échéant, je lui ai, décortiqué son rêve sur le Discord parce qu'il l'a mis ce matin. Enfin, ce matin ou ce début d'après-midi, hein, j'étais devant mon café, quand j'ai vu son rêve. Hem, je lui ai répondu, ouais, à 14h52. Je buvais mon café, dans la cuisine et j'étais venue pour faire coucou et pour finir, je ne l'ai pas fait et je lui ai répondu, à son rêve justement. Parce que le fait qu'il ait eu cette espèce de tension, justement, c'est lié à la paralysie du sommeil. Mais je lui ai expliqué, par rapport à ce qu'il a vécu. Je fais un rêve de manière très récurrente et ça me perdure. Je ne comprends pas pourquoi je fais ce rêve. Il y a peut-être des explications, hein. Hésite pas à me l'envoyer sur Discord et si, ça te dérange pas de le mettre, tu peux le mettre dans Blabla matrimonial ou alors il y a, normalement j'avais fait un salon des rêves, mais je pense qu'il y avait personne qui mettait, alors je l'ai retiré. Tout le monde mettait ses rêves, là,
dans le Discord même, donc voilà, je l'ai retiré, je pense. Après, si ça te dérange que tout le monde le voit, tu peux me l'envoyer en privé et je regarderai les mots-clés et j'essaierai de te faire un résumé, comme j'ai fait pour Jérôme. C'est pas très long ce que je lui ai noté, hein. Pas de souci, je regarderai à ça, à tête reposée, devant mon café. Mais qu'est-ce qu'elle a eu, Chatou, ta petite chatte? Ah ouais, ça c'est le problème. C'est le problème. Moi, chaque fois que j'en ai un qui disparaît, ils cherchent après, tous, hein. Tous, tous, tous. Mais il y en a que ça touche plus parce que certains ont des liens privilégiés avec certains. Quand Puce elle est partie, ça a été assez dur pour Chachou et pour Célène parce que Célène et Puce, elles dormaient tout le temps ensemble et comme je les avais eues à 1 an d'intervalle, elles avaient quasiment grandi ensemble et avec Hardy, ça a été très dur aussi. En 3 jours, elle était pas bien, elle est partie d'un coup. Je vous ai dit, il faut faire attention à l'alimentation que vous donnez à vos chats. J'avais mis, est-ce que j'avais mis dans le Discord? Dans le Discord, il y a un lien, il y a un salon articles animaux articles et là, je vous ai mis une vidéo, il faut aller la voir, hein, si vous avez des animaux, si vous avez des chats et on parle, des pâtés les plus mortels. Dans les pâtés les plus mortels, pensez bien que là, on parle de pâté, mais qu'il peut s'agir aussi des croquettes de la même marque. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo parce que je suis sûre et certain que la plupart d'entre vous donnent les nourritures là, à leurs animaux. Oui, c'est une vidéo de YouTube, Véro. Moi, j'ai changé complètement leur alimentation. Je vais recevoir, et je me rends compte qu'en fait, je les ai, entre guillemets «empoisonnés» pendant plusieurs mois. Là, j'ai commandé tout ce qui était nouvelle alimentation pour eux, mais bon, voilà. Oui, mais c'est la marque qui est importante, Shadow. C'est la marque, qui est importante. Alors là, dans la vidéo, on parle de nourriture humide, donc de pâté, mais dites-vous que si les pâtés, elles ont un problème, dites-vous que les croquettes, c'est exactement la même chose. Alors, l'histoire suivante, c'est la rotonde de la rue Grocco-Valle. À cette adresse se trouve une maison qui fascine par son architecture, qui est célèbre pour ses histoires mystiques. Si l'on place la carte de Saint-Pétersbourg dans un hexagone, dans un certain hexagone, la maison serait située dans un croisement de ces diagonales, ce qui expliquerait des propriétés dites démoniaques. Vous savez, on en a parlé ici sur la chaîne, les lignes telluriques. C'est ça, Véro, c'est les marques les plus connues. Même des croquettes conseillées par les vétérinaires. À l'intérieur de la maison se trouve une rotonde à 6 colonnes entourée de 2 escaliers. L'un d'eux monte jusqu'au 2e étage et le second mène sur un palier sans appartement. Depuis cet escalier étrange, on pourrait soi-disant voir une 7e colonne qui existerait dans une autre dimension. D'après d'autres versions, l'entrée vers un autre monde serait cachée en sous-sol du bâtiment. Un jour, un jeune homme courageux, qui était entré en et 15 minutes plus tard, en serait ressorti vieux. De plus, il ne faut pas s'y rendre à minuit.
on risque de rencontrer Satan qui descendrait apparemment dans le monde souterrain depuis l'un de ses escaliers. Une autre légende raconte que les vœux faits de la rotonde s'exaucent. Et voilà ce qui est écrit par une utilisatrice. Il y a une acoustique incroyable. Si tu chuchotes à peine à l'un des étages, chaque mot s'entend distinctement à l'autre. J'ai formulé un vœu, il s'est exaucé 6 mois plus tard. Alors, je suis de nouveau retournée à Saint-Pétersbourg. Ça, c'était la 2e légende urbaine concernant Saint-Pétersbourg. La 3e, il s'agit du miroir de Dracula. Vous le savez, tout ce qui est vampire et tout est très imprégné dans ce pays-là. Et au 19e siècle, le marchand Broustin s'est construit un domaine sur une île. Merci, Chadou. Et en meublant ses chambres, il a commandé un magnifique miroir en Italie pour la salle de bal. La légende raconte que ce miroir aurait été accroché au tombeau de Dracula. Au bout d'un certain temps, ce marchand a remarqué une tendance. Il arrivait quelque chose à tous ceux qui se regardaient dans le miroir. Les plus chanceux ressentaient seulement un malaise, mais certains ont été victimes de graves accidents. La dernière tragédie a été la mort d'une petite fille, celle du marchand, après quoi le miroir, lui, a été enlevé. Son emplacement actuel reste inconnu parce qu'il n'a jamais révélé où avait été caché ce miroir. Ça, c'est la 3e histoire. Et la 4e, il s'agit du fantôme de Sofia Pervoskia. Pervoskia. Je ne suis pas très bonne dans cette langue. C'était une révolutionnaire. Elle était membre de l'organisation terroriste La Volonté du Peuple. Et c'est une organisation qui, en 1881, a commis un attentat à la suite duquel a été tué l'empereur Alexandre II. Alors que l'empereur était en calèche, sur son chemin habituel, le terroriste Nikolai Rissakov a lancé une bombe sous les roues, mais il a raté son coup. L'empereur a survécu. En sortant de la voiture, il s'est approché des blessés et c'est là que l'assassinat a été commis par un autre participant. Il a jeté une bombe juste devant l'empereur la même journée et Alexandre, lui, a succombé à ses blessures. Tous les terroristes ont été condamnés par la pendaison. Mais le rôle de Sofia lors de l'opération était de faire des signes, de secouer, vous avez connu l'histoire de secouer le foulard blanc. Et la légende raconte que le fantôme de Sofia peut être croisé la nuit du 1er mars, c'est bientôt, sur le pont près de la cathédrale Saint-Sauveur sur son verger. Et si un passant devient par malheur témoin de la femme secouant le foulard, il tombera dans l'eau et périra. Donc ça, c'était la dernière légende. Je trouve que ces légendes sont extrêmement intéressantes. Mais il y a longtemps que je me regarde plus dans le miroir, je me fais peur. Ah ben la lumière est redevenue sombre encore une fois. Je ne sais pas pourquoi ça fait clair et puis foncé, puis clair et puis encore foncé. Je sais pas qu'est-ce qui se passe.
Mmh. Alors, il y a des photos, il y a des photos si vous voulez, faudrait peut-être que je bouge mon dossier pour vous les montrer. Les photos de Saint-Pétersbourg, hem, attendez, heu, mmh, mmh. Ah si, je vais pouvoir vous les montrer, mais il faut que je bouge mon dossier. Bah, c'est redevenu normal. Mmh. Mmh. Chadoux. Attendez. Après si vous ça vous intéresse, si ça vous a intéressé, il y a d'autres légendes urbaines, hein, je peux revenir dessus si ça vous intéresse. Il faudrait vraiment que je regarde, attendez, parce que ça j'avais oublié de prendre, attendez, parce que je voudrais bien prendre la photo là pour vous la montrer parce que là je l'ai trouvée là maintenant, mais je peux pas enregistrer les photos. Voilà. Mmh. Je vais les enregistrer là. Voilà. Bon, hop, je voulais vous montrer justement la voiture. Voilà. Attendez. Bon, je vais d'abord ouvrir mon dossier. Je vais le mettre là. Voilà. Tac. Moi, je vais vous mettre ici. Partage d'écran. Hop. La voiture dont on parlait tout à l'heure, tout au début, la Volga, c'était celle-ci. Attendez, je vais vous la mettre en grand. C'était ce style de voiture-là. C'est de cette voiture qu'est née la légende urbaine. Alors le lac, c'est celui-ci, le lac maudit. Mmh. Ça, c'est l'histoire avec, celui qui est empoisonné et la statue de Legrand qui se baladerait encore, comment? À Saint-Pétersbourg. Ça, c'est la maison dont je vous ai parlé avec les rotondes, voyez? Ça, ce sont les rotondes et je vais vous montrer les escaliers. Voilà, voilà les escaliers. Donc ce vous voyez, ça va très haut et il y en a un là et puis vous avez un tout en haut et puis vous en avez encore, vous voyez jusqu'où ça monte, c'est énorme. Mais celui-là est différent de celui-là et apparemment, c'est dans celui-là que quand on parle en haut, on vous entend tout en bas, même quand vous parlez tout bas. Ça, c'est la pièce où il y avait le miroir. Voyez ce fameux miroir qui est ici? C'est celui-là que l'on parle
et voici le miroir de face. Voilà, c'était ce fameux miroir. Il y a une fameuse trace d'ailleurs dans le miroir. Et alors, l'histoire avec l'empereur qui a été, qu'ils ont voulu assassiner, c'est ici. Donc ça, c'est le truc de la bataille et ça, c'est la jeune fille que vous pouvez apercevoir en fantôme avec le mouchoir blanc. Voilà. Passez un bon week-end, reposez-vous bien, faites attention à vous. Je vous passe sur le POV de fin. Des bisous, à lundi, bon week-end.